Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le trou, voici l'échelle. Descendez. Vous voilà dans un lieu monstrueux, en fer d'ombre et de boue, aux porches tortueux, où les murs ont la lèpre, où parmi les pustules glissent les scorpions mêlés aux tarentules. C'est ainsi que Victor Hugo décrivait l'égout de Rome, et c'est ainsi que vous, maître Walgraff, bonjour, vous décrivez Bonjour. quelque part le monde de la justice. Donc vous êtes avocat depuis une petite quarantaine d'années, si je Oui, ne me tout à trompe fait, pas, oui. à Couvain. Et vous venez de sortir un livre, Voici le trou, donc voici l'échelle, descendez, où vous écrivez 17 nouvelles donc sur le monde de la justice, sur des justiciables aussi que vous avez défendus. Est-ce que vous pouvez nous raconter une petite histoire, une de ces 17 nouvelles, pour nous mettre directement dans le bain? Oui, j'avais envie de faire le point sur la profession et aussi sur ma vie à titre personnel. Alors plutôt que d'émettre des considérations hors de leur contexte et les rendre sans doute très indigestes, je les ai diluées dans 17 nouvelles qui sont un melting pot de dossiers que j'ai connus. Alors lequel je prendrais par exemple le policier tué à Arlon par des gens du voyage. J'ai été amené par un confrère français à intervenir dans ce dossier. Alors notre rôle, c'était pas d'essayer d'excuser un comportement inexcusable et tout à fait invraisemblable de la part de ces 4 Français, mais d'essayer par leur vécu, d'essayer de comprendre comment ils étaient arrivés, des voleurs de vêtements, à tuer maladroitement un policier. C'était pas un crime, c'était bien involontaire, mais il n'empêche que la catastrophe était arrivée et nous avons, je l'explique d'ailleurs par notre rôle et contre parfois l'intervention d'autres confrères, soutenu la vérité dans ce dossier. Ce n'était pas le mineur, c'était le majeur qui conduisait. Tout le monde n'avait pas cette position. Alors, ce sont toutes des histoires vraies que vous avez vécues, même si voilà, on change les noms, on change quelques petites choses dans les histoires, mais à la base, ce sont toutes des choses que vous avez vécues. Oui, enfin, tout le monde n'est pas Simenon. Je me rends compte que c'est très difficile d'écrire et d'écrire simplement. L'avocat n'a pas toujours la plume facile. Écrire des conclusions, ça je sais faire. Je fais ça depuis près de 40 ans, mais écrire un roman avec un style fluide, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'épurement de la langue. Alors, tout est vrai, mais tout est mélangé pour que personne ne puisse s'y retrouver. Donc, comme je manque d'imagination, j'ai pris dans le vécu de mes dossiers, mais rien n'est inventé, mais aucune histoire ne colle totalement à la réalité. Elle puise dans l'une ou l'autre réalité de dossiers que j'ai connus. Alors pour l'avoir lu, c'est vrai que c'est un livre qui se lit très facilement parce que voilà, ce sont des nouvelles à chaque fois qui sont courtes. On a envie directement d'être à la fin de l'histoire et puis d'en lire une nouvelle. Donc c'est vrai que c'est attrayant, mais en même temps, c'est vrai que ce sont des sujets qui sont très très noirs. J'ai noté quelques exemples au-delà de l'histoire que vous aviez citée avec ce policier qui a été tué. Donc ça peut être par exemple un jeune homme voilà qui est un peu simplet et dont on profite et voilà qui se fait avoir par des filles de joie, qui est même obligé de revendre sa maison, un professeur de maths qui est au-dessus de tout soupçon mais qui est accusé de faits graves de pédophilie. C'est une dame qui est tabassée et violée par des voisins qui ont voilà bu un verre de trop. Donc c'est vraiment des choses qui sont quand même dures à lire. C'est le quotidien des avocats, ça. Bien entendu. Vous savez, quand un client va chez un avocat, c'est pas pour lui dire tout ben, je suis heureux, je viens vous saluer pour dire que c'est le bonheur. C'est évidemment toujours. J'ai encore reçu hier un certain nombre de clients. Il y en a même après une cliente qui avait subi des circonstances de viol épouvantables. Je suis allé en parler à ma secrétaire pour dire comment avez-vous ressenti cette dame. C'était un dossier épouvantable. Évidemment, l'avocat fait face aux difficultés de la société. Et c'est vrai qu'en étant, comme je l'ai été, comme je le suis encore, avocat dans la province profonde, on est obligé d'avoir une palette de causes à défendre, souvent très différentes. Et c'est ça que j'ai essayé d'exprimer à travers ces 17 nouvelles. Alors, est-ce que les jeunes avocats sont préparés à ça? Vous, par exemple, avant d'embrasser ce métier-là, est-ce que vous vous attendiez à voir aussi tout ça? Du tout. On a parfois une vision un peu idyllique, oui. un peu... c'est le jeune avocat au volant d'une voiture de sport à San Francisco qui gagne toutes ses causes et qui a du succès. La réalité est très différente, financièrement d'abord, et puis dans la difficulté. Et je dois dire que
les jeunes avocats qui entament la profession maintenant ont même plus de difficultés que nous, parce que la complexité administrative maintenant dénature un peu le métier, le fait de l'aide juridique qui fait que l'avocat devient une savonnette qu'on utilise, qu'on ne paye pas puisque c'est l'État qui paye. La nature du métier a fort changé. Et en plus, toutes les réformes actuelles qui vont à un rythme déroutant, je pense qu'il y a un malaise chez les avocats. Encore aujourd'hui, en parlant avec des confrères, plusieurs me disaient « je serai content quand j'arriverai à la fin ». Évidemment, c'est peut-être le cas dans beaucoup de professions, mais le milieu judiciaire est fort bousculé et pas toujours dans le bon sens. Alors justement, donc vous parlez aussi, pas seulement des justiciables, mais du milieu judiciaire là-dedans. Alors on est aussi assez étonné, par exemple, voilà, on apprend que des magistrats sont nommés finalement par des politiques, que des chefs de corps de la police ont reçu les questions de l'examen à l'avance. Vous jetez aussi un regard assez critique sur le monde de la justice proprement dit. Oui, c'est vrai, mais ce sont des situations qui n'ont plus cours maintenant. C'est vrai que pendant tout un temps, le magistrat était nommé par le politique. C'était d'ailleurs une situation qui gênait beaucoup de magistrats, et l'ingratitude avait valeur pour beaucoup de magistrats. Alors c'est vrai que la réforme maintenant a objectivé la nomination, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le politique qui nomme les magistrats. Et d'ailleurs le politique nommait parfois de bons magistrats, mais ils n'étaient pas toujours nommés pour leur qualité professionnelle, ils étaient nommés pour la bonne carte au bon endroit. Ce n'est plus le cas maintenant. Là, il y a eu une nette amélioration, c'est incontestable. Donc il y a des choses qui se sont améliorées, mais qu'est-ce que vous voudriez encore voir s'améliorer dans le monde de la justice ? L'accessibilité de la justice était une notion importante. L'aide juridique a permis cela, mais l'aide juridique qui offre une procédure gratuite jusqu'à un certain seuil de revenus permet à certaines personnes de considérer que tout est permis. Et on s'adresse à un avocat comme on va dans un supermarché et on prend un produit, et quand c'est gratuit, pourquoi ne pas abuser? Et c'est très difficile parfois, et notamment pour les jeunes avocats, de résister et de dire à son client, écoutez, cette revendication n'a aucune chance d'aboutir, elle n'est pas raisonnable. Et alors c'est toujours la classe moyenne qui, elle, échappe à l'aide juridique, qui doit payer. Le coût de la justice a considérablement augmenté, les frais de greffe, les frais d'huissier, les frais d'avocat. J'explique que demander une provision de 300 € plus TVA maintenant, donc ça fait 363 € pour un avocat, c'est très peu quand on voit tous les frais inhérents à la profession, mais pour une classe moyenne, quelqu'un qui gagne 1500 €, qui a un loyer de 500-600 €, 363 €, c'est une somme importante. Eh bien, c'est toujours la classe moyenne qui est sacrifiée. C'est quand même le moteur de la société. Donc, en ce sens-là, je pense qu'il faut répondre à certains critères pour bénéficier de l'aide juridique. Et vous dites dans votre livre qu'il aurait été finalement plus sage de diminuer pour tous les frais d'accès à la justice. Tout à fait. Alors que là, il n'y a que certaines personnes. Donc, on a augmenté le seuil d'accessibilité. Donc, beaucoup plus de gens ont accès à l'aide juridique, avec parfois un ticket modérateur qui vient d'être instauré, mais qui est quand même très faible. Mais la classe moyenne, celui qui gagne 1700-1800 € par mois, n'aura pas droit à l'aide juridique et paiera plein pot un avocat. Quand on voit les frais entre une banque de données, les cotisations sociales, le temps passé à l'audience en perte qu'il faut bien rémunérer, et tous les frais inhérents à la profession, souvent la classe moyenne a des difficultés pour faire appel à l'avocat et renonce parfois à engager une procédure alors qu'elle est en droit. Et ce que l'aide juridique permet pour les plus démunis. Alors là, il y a à mon avis une distorsion. Alors donc vous êtes avocat, mais vous êtes aussi curateur de faillite. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? On vous a vu dans des affaires comme Thermic Distribution, donc anciennement Eiffel, les fonderies du Lion, etc. à Couvain. Oui, c'était une faillite difficile, d'abord parce que c'était 772 personnes à licencier dans la région où on exerce son activité, et c'est une société où on n'a pas retrouvé les actifs, donc il y a un certain nombre de procès en cours. Curateur de faillite, c'est un métier dans le métier, c'est un métier très différent. D'ailleurs, un avocat n'est pas automatiquement curateur de faillite, il faut être agréé dans une liste, il faut faire preuve d'un certain nombre de compétences et d'une expérience, parce qu'on touche là le monde économique, le monde de l'entreprise en difficulté. On est obligé de sortir de son bureau et de descendre dans l'arène économique, donc c'est un milieu tout à fait différent, et le rôle de l'avocat dans une faillite peut être essentiel. Il peut, avec le juge commissaire, orienter une faillite, sauver de l'emploi ou enterrer totalement en prenant parfois des risques. C'est un métier très difficile. Mais je dois dire que
souvent, quand on va, la région de Couvain est très défavorisée, donc il y a beaucoup de faillites et beaucoup de faillites de petits artisans, de petits commerçants, qui ont parfois tiré le diable par la queue des mois durant ou des années durant, qui n'ont plus de téléphone, qui ne payent plus leurs cotisations sociales et qui imposent à leur famille des conditions de vie extrêmement précaires. À la fois, quand nous débarquons pour faire ce qu'on appelle la descente de faillite, avec le juge commissaire au domicile ou au siège de l'entreprise, à la fois on est perçu comme l'ogre qui vient les dévorer, mais aussi parce qu'on se veut humain, celui qui vient le libérer, qui vient les libérer d'une pression. Et beaucoup de failles m'ont dit après, j'aurais fait aveu de faillite beaucoup plus tôt si j'avais su que ça se passait de manière aussi humaine. Alors, où est-ce qu'on peut trouver, se procurer votre livre, peut-être ? Dans toutes les bonnes librairies, et je pense qu'on peut l'avoir sur Internet. Est-ce que vous avez des retours sur votre livre ? Oui, d'Ormesson, qui est décédé il y a peu de temps, disait qu'après, quand il sortait un livre, il avait une centaine de lettres par jour. Moi, j'en ai eu en tout une cinquantaine. Donc, mais c'est vrai qu'on est parfois très surpris d'avoir un courrier des lecteurs de gens à la fois qu'on ne connaît pas, qui viennent ou critiquer ou qui viennent vous féliciter, ou parfois de gens qu'on n'a plus vus depuis 30 ou 40 ans et qui vous disent « Tiens, j'ai lu ton bouquin, je t'ai retrouvé tel que tu étais il y a 30 ou 40 ans ». C'est très particulier un courrier des lecteurs, même s'il est dans mon cas très modeste. Et voilà, on vous en souhaite encore beaucoup. Peut-être que des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment auront envie de le lire. Donc je rappelle le titre, c'est « Voici le trou, voici l'échelle, descendez » aux éditions Amateur. Voilà. Eh bien, merci d'être venu nous présenter cet ouvrage. On vous souhaite une bonne continuation, parce que si j'ai bien compris, il y a encore un prochain ouvrage qui est en cours d'écriture. L'envie vient et le second est en cours de travail. Merci, Maître Walgraff. Merci à vous. On vous souhaite une belle soirée sur Canal C.